Oui, bonjour à tous. Donc, il faut le partager ou Alors, je vais partager l'écran après, t'en fais pas. C'est juste pour super. la présentation. Tu veux le Donc, partager? moi, je suis Carole Debos, je suis animatrice en santé publique, sur le groupement hospitalier de territoire. Vas-y, Amandine. Non, c'est que je présente en même temps le diaporama. Donc Amandine Guyon, chargée de projet à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et partenaire donc de Carole, pour intervenir sur ce projet, école de santé sans tabac. Donc on tient à dire qu'on a eu le soutien méthodologique dans le cadre de ce dépôt de projet auprès du DISPAD, donc ils nous ont vraiment bien soutenus et bien aidés pour le déposer à l'Agence régionale de santé, en début 2024. Voilà. Donc je vais dérouler le diaporama. On va vous parler d'école de santé sans tabac sur 3 points: le contexte, les objectifs et on parlera enfin, d'évaluation. Donc le contexte, bien, on va déjà commencer par la loi E20, qui, depuis le 15 novembre 2006, étend l'interdiction de fumer, notamment aux lieux couverts et fermés, mais aussi à tous les établissements qui accueillent des mineurs et les établissements de santé qui eux-mêmes sont amenés à accueillir des mineurs. Alors on voit nous déployer des emplacements réservés aux fumeurs, mais il faut quand même préciser que cette loi interdit la création d'espaces fumeurs à la fois sur les écoles, collèges, lycées, universités, mais surtout dans les établissements sans tabac. Nous, depuis 2019, depuis 2018 d'ailleurs, on a répondu à notre premier appel à projet dans le cadre du plan national de réduction du tabagisme pour s'inscrire dans une démarche lieu de santé sans tabac. Et puis on a étendu alors on a commencé sur l'hôpital de La Rochelle au niveau du MCO et on a développé suite à un appel à projet de 2019 dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions à Marius Lacroix qui est un établissement de psychiatrie. Et notre objectif, c'est de continuer à développer la stratégie sans tabac sur le GHT et de poursuivre par l'hôpital de Rochefort. Connaissant cette dynamique, on a été sollicité par l'IFSI de La Rochelle et de Rochefort qui, en 2018, devrait ouvrir un nouvel institut des métiers de la santé et souhaiter commencer à s'inscrire dans une démarche d'école de santé sans tabac pour une ouverture école de santé sans tabac à l'horizon 2028. Et puis, le constat en développant la stratégie de santé sans tabac sur les établissements, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à mobiliser les professionnels pour venir en formation, notamment par une problématique de ressources humaines, puisqu'on a fait face à un fort absentéisme et des difficultés à recruter aussi. Et on voit bien la nécessité de sensibiliser les étudiants et les élèves AS à la stratégie lieu de santé sans tabac et aux interventions brèves en tabaco. Et puis, ce qui s'est rajouté notamment la semaine dernière, c'est le rapport IGAS qui qui sollicite le déploiement des interventions très brèves et les accompagnements en prévention auprès des usagers et des patients de manière systématique sur 4 thématiques qui sont l'alimentation, l'activité physique, l'alcool et le tabac. Donc ça conforte encore plus notre projet. Et puis, on a eu donc, dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions 2024, on a eu 2 projets qui ont été retenus, donc école de santé sans tabac, bien sûr, et puis la consultation de Tabaco au service de santé au travail du centre hospitalier de Rochefort. Et on va rencontrer l'ELSA pour notamment voir la possibilité d'étendre ce service auprès des étudiants et des élèves AS des établissements respectifs.
On t'entend pas, Amandine, t'as pas... Je vais remettre mon micro. Je dis nous sommes, aussi inspirés nous sommes inspirés d'un projet qui a été mis en place sur l'école des hautes études en santé publique de Rennes, qui a mis en place le projet Campus sans tabac. Donc ce sont des futurs, professionnels qui vont diriger les établissements et ils ont été interviewés pour, participer, justement à cette étude et à cette démarche et après il y aura des résultats. Donc je vous passe le petit film, enfin le petit reportage qui dure 1 minute 30 pour pouvoir, en Voici le échanger. premier campus sans tabac de France. À l'école des hautes études de santé publique située près de Rennes, la cigarette est désormais bannie de l'enceinte de l'établissement. Mathieu est non-fumeur, Audrey, elle, fume quelques cigarettes par jour. Tous deux, élèves de l'école, se montrent enthousiastes. L'initiative Campus sans tabac fait partie des éléments, parmi d'autres, qui vont contribuer, je l'espère, à cette dénormalisation du tabac. Et pour mettre en place cette étape inédite dans la lutte contre le tabac, un vaste dispositif a été mis en place. Près de chaque bâtiment, vous avez des totems qui expliquent que là, vous rentrez concrètement dans un campus sans tabac, avec un slogan « Ensemble, créons un espace préservé ». Des affiches, des flyers, mais pas seulement. Des abris destinés aux fumeurs ont été installés en bordure du campus. 25% des élèves de l'école seraient fumeurs. Pour les encourager à arrêter de fumer, des consultations dédiées avec des médecins tabacologues ont été mises en place, ainsi que des ateliers avec une sophrologue. Ça se traduit très concrètement par des exercices, par exemple à partir de respiration, la prise de conscience de la respiration, mais surtout la prise de conscience du plaisir de respirer plus amplement, qui vient petit à petit prendre la place du plaisir de fumer. Selon une enquête réalisée par des élèves de l'établissement, 80% des étudiants seraient favorables à cette initiative et un quart des fumeurs pensent arrêter la cigarette. Alors effectivement, les objectifs de ce projet qu'ils ont déposé il y a quelques années, donc en 2018, c'était de protéger de l'initiative, du tabac, les plus jeunes étudiants qui arrivaient dans le campus, mais aussi d'encourager les usagers fumeurs, à arrêter de fumer, bien sûr avec des aides proposées comme là dans le cadre de la sophrologie, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, des aides, avec des substituts nicotiniques. L'objectif aussi était d'offrir un environnement de travail plus sain, plus propre et plus respectueux, notamment avec, la mise en place, d'une meilleure qualité de l'air et puis moins de mégots, qui étaient au sol avec des abris, en proximité de l'établissement. De participer à la prise de conscience des bienfaits de l'arrêt du tabac. Donc quels sont les bienfaits? On connaît les méfaits, mais on sait surtout sur lesquels on s'appuie sur les bienfaits de l'arrêt du tabac. Comme il l'a dit dans le reportage, aider à dénormaliser le tabac dans la société, en tout cas pour des futurs, professionnels, managers d'établissements, mais aussi de promouvoir une meilleure santé et un mieux-être individuel, ça on en est convaincu également. Et enfin, d'encourager les étudiants, donc les futurs élèves ou les futurs managers d'établissements de santé à mettre en place dans leurs futurs établissements des lieux de santé sans tabac. Alors, ce qui est ressorti au niveau des résultats de l'étude, donc ça a un peu été évoqué là en fin du reportage, c'est que 95% des étudiants ou des élèves sont très favorables, voire favorables à la mise en place du campus sans tabac. Heu, Dans les 95%, il y avait, aussi beaucoup de fumeurs qui ont pu enfin, dans le 25% de fumeurs en tout cas, il y en avait, majoritairement qui ont répondu, qui étaient très favorables. Près de 40% déclarent que le campus sans tabac les aidera à arrêter, voire à réduire, voire à mettre en place et asseoir au niveau des ex-fumeurs, cet arrêt du tabac sur du long terme. Et puis 63% estiment que ça les inspirera pour mettre en place un lieu sans tabac dans leur futur lieu professionnel, que ce soit des hôpitaux, des EHPAD, ou même des agences régionales de santé. Donc c'est quand même une réelle volonté d'implication et c'est une enquête qui a été mise en place entre 2018 et 2021 sur une cohorte d'étudiants. Tu peux remettre ton micro. Les raisons pour devenir école de santé sans tabac, elles sont de plusieurs ordres. Bah, déjà, la problématique du tabac sur la santé, mais également les résultats de l'enquête du RESPAT de 2020 sur la vision des fumeurs en blouse blanche par les usagers, qui est sans aucun doute de nature à affecter l'image par les patients et les accompagnants de ce que l'on se fait du soin et même de l'hygiène à l'hôpital. Et puis, on sait qu'on a un baromètre social du
du tabagisme, un marqueur social du tabagisme concernant les personnes en situation de précarité et d'exclusion qui sont davantage consommateurs de tabac. Et puis, on a aussi un rôle en tant que professionnel de santé de réduire les inégalités sociales de santé. Et on sait en plus qu'il y a davantage de réussite au sevrage tabagique quand il s'exerce dans un contexte de soins. Pour revenir à notre projet d'école de santé sans tabac, notre objectif, c'était d'abord d'initier en continuité de la démarche de lieu santé sans tabac cette stratégie d'école de santé sans tabac dans la perspective d'un nouvel institut des métiers de la santé à l'horizon 2028. Plusieurs sous-objectifs, donc déjà qui étaient de favoriser au sein des IFSI et des instituts de formation d'aides-soignants un environnement sain et respectueux de la réglementation, puisqu'ils accueillent quand même aussi des mineurs, c'est ce qu'on a rappelé régulièrement, et ils fument encore dans ces établissements. Donc ça s'accompagne d'une démarche et ça, on va les y aider. On va aussi former ces futurs professionnels de santé à la prise en charge du tabagisme en tant que futurs éducateurs, mais aussi en tant que vecteurs d'exemplarité. En travaillant également, en inscrivant progressivement cet institut vers une école de santé sans tabac. On a commencé début janvier 2024 là, à initier un petit peu la démarche auprès des premières années de l'IFSI de Rochefort. Carole vous en parlera un petit peu au niveau de l'évaluation, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre de front, qu'il faut travailler en amont, qu'il faut anticiper, et ça, on est en cours d'évolution là-dessus. On va accompagner ces futurs professionnels qui le souhaitent aussi en tant que personnes fumeuses, pour les personnes volontaires vers l'arrêt du tabac. Ça sera mis en place avec l'équipe ELSA. Et puis, on évaluera la mise en œuvre du projet sur cette promotion d'étudiants en soins infirmiers. Donc là, on a commencé à accompagner les premières années d'un des deux IFSI, puisqu'ils n'ont pas encore fusionné, les deux IFSI. Et on va poursuivre là en deuxième année dans le cadre de leur service sanitaire avec Carole. On va les accompagner à mettre en place une action de santé en direction des autres étudiants présents dans l'IFSI ou l'IFAS pour pouvoir les accompagner au mieux et mettre en place la signalétique, tout le travail de communication qui doit être mis en place, ainsi que tout le travail de formation et d'accompagnement avec l'équipe ELSA, l'équipe qui va pouvoir à la fois les co-former sur la prise en charge en tabacologie et le dépistage en tabacologie, et également sur leur prise en charge personnelle pour les élèves volontaires fumeurs. Et tout ça, on est vraiment accompagné par les cadres formateurs donc de Rochefort et de La Rochelle, puisqu'on va débuter cette année en première année avec les étudiants de La Rochelle pour initier la démarche lieu de santé sans tabac progressivement. Et également pour faire un réel projet d'établissement. C'est une réelle volonté du groupement hospitalier de territoire porté par la direction de l'hôpital pour inclure cette démarche dans les deux établissements en vue du futur établissement de ce métier de la santé en 2028. Je te laisse présenter l'évaluation du coup, Carole. Comme vous a dit Amandine, on a expérimenté les modules de formation au début d'année 2024. Et donc, on a fait face à quelques difficultés, notamment sur la nécessité de communiquer en amont du projet auprès des étudiants, parce que cette année, il n'y avait pas eu du tout de communication sur le contenu des séances, ni sur l'objectif et sur le projet. Et du coup, les étudiants ont pris les choses un peu de front et ont considéré le projet stigmatisant. Il y avait d'autres freins, donc on avait essayé de construire des modules de formation qui soient plutôt basés avec des outils ludiques pour favoriser l'interactivité, et on a dû faire face à un défaut de connexion Internet qui, semble-t-il, sera résolu cette année. Et puis, on avait construit nos modules de formation sans le contenu des podcasts, alors qu'on avait sollicité les contenus avant la création des modules. Donc cette année, on a eu la possibilité d'avoir les contenus de formation, et donc
on va améliorer notre dispositif de formation. Et puis, on a eu aussi un petit déboire, c'est que les 2 premiers modules de formation avaient été précisés comme obligatoires, mais pas le 3e. Et du coup, on s'est retrouvé avec un tiers de la promotion en moins sur le 3e module. Donc là, on a bien vu la nécessité d'avoir 3 modules de formation considérés comme obligatoires. Et puis, on n'avait pas pu co-construire l'évaluation de ces modules et on n'en a pas eu non plus le retour par les formateurs. Donc ça, l'objectif après, c'est d'y répondre. Et puis, on a eu une faible, comme on vous a dit, on souhaitait, dans le cadre de l'évaluation, interroger les premières et les 3e années, à la fois pour évaluer leur perception du tabagisme en blouse blanche entre la première et la 3e année, et en sollicitant les 3e années de l'année dernière pour avoir une base entre ceux qui avaient bénéficié des 3 modules et ceux qui n'en avaient pas bénéficié. Donc, les axes d'amélioration, communiquer bien en amont sur le fait que c'est un projet institutionnel qui implique toute l'équipe pédagogique, qui s'inscrit dans la stratégie lieu de santé sans tabac sur les différents hôpitaux, qu'il y ait une volonté de la direction de l'IFSI qui va se voir notamment dans la présence de la démarche sur le règlement intérieur, par exemple, dans le projet pédagogique. Le fait que les modules et podcasts sont obligatoires, puisqu'on a vu aussi que des étudiants n'avaient pas pris connaissance des podcasts en amont de la formation, pourtant obligatoires. Et puis, on a proposé de construire l'évaluation des différents modules avec les formateurs et puis, bien sûr, de connaître les résultats de cette évaluation. Et puis, bien sûr, de ne pas rendre optionnelle la réponse au questionnaire d'évaluation. Donc, pour les premières années, ça ne pose pas trop de soucis parce qu'on fait la démarche pendant la réalisation du premier module. Mais en tout cas, pour les 3e années, ce sera aussi rendu obligatoire. Sur quoi communiquer ? La réglementation, on commence déjà par la loi E20. La stratégie nationale de santé, avec ses objectifs de réduction du tabagisme, mais aussi en abordant les inégalités sociales de santé. Le rôle des professionnels en tant qu'éducateurs de santé et puis aussi dans leur rôle d'exemplarité. Et puis, on rencontre aussi par ces pauses fumeurs une inéquité dans le travail par rapport à la multiplication des pauses des fumeurs, contrairement aux non-fumeurs qui, eux, restent dans le service et qui posent un vrai problème de management dans les différentes équipes. Et puis, bien sûr, sur la vision du soignant fumeur par les usagers, paraît une évidence en termes de communication aussi. Alors, on y va. Alors, bonjour à vous tous. Alors, centre hospitalier du Pays des Gurandes. Donc, Véro Pélamati, je suis cadre de santé de la filière Addicto. Et moi, je suis Karine Barbier, infirmière de l'équipe mobile d'addictologie. Alors, on a répondu à l'appel à projet spontanément un peu parce qu'effectivement, on fait un gros travail avec mes 2 infirmières, les 2 infirmières de l'équipe mobile Addicto. Et on est confronté de plus en plus à des addictions multiples, diverses, variées. Alors, tabac, oui, on s'est retrouvé aussi dans la présentation de nos collègues. Là, on travaille beaucoup avec l'équipe d'Elsa qui est positionnée sur le centre hospitalier du Pays du Sel. Et puis, toutes les institutions, alors les entreprises extérieures, on essaie d'intervenir dans les lycées en collaboration aussi avec les infirmières scolaires. Mais je suis d'accord avec vous, c'est quand même un gros chantier par rapport à la communication. On a l'impression qu'on ne parle pas dans le même monde, quoi, en fait.
Donc, notre filière à nous, au niveau Addicto, à la fois sur de l'hospitalisation complète et sur le volet ambulatoire, donc une unité complète d'hospitalisation, un hôpital de jour Addicto et une équipe mobile Addicto. On fonctionne par territoire et on a le privilège, nous, avec le soutien de notre direction, on a la possibilité d'intervenir dans 10 maisons de santé du territoire, ce qui est un gros privilège par rapport à ça et qui nous permet quand même d'avoir un visuel très correct par rapport à ça, hein. Donc, les deux infirmières se partagent le secteur, elles ont des jours appropriés en faisant des permanences, etc. Alors, sur du suivi normal, je dirais, post-cure, etc., mais sur des rendez-vous spontanés. On s'est aperçu aussi que la filière Addicto est souvent stigmatisée parce qu'elle fait partie de la santé mentale. Et c'est vrai qu'en proposant aux gens des rendez-vous directement, les deux infirmières de l'équipe mobile ont des téléphones professionnels directs et on a mis des cartes partout. Ça fait que les gens ne sont pas obligés de se rendre ni au CMP, ni dans un lieu dit d'hospitalisation. Mais les maisons de santé restent un territoire complètement adaptable. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de contacts. Gros travail aussi avec les médecins traitants. Ouais. On est sur un territoire qui est assez petit, je dirais, enfin grand surface, mais pas peuplé comme nos collègues de La Rochelle et de là. Et c'est vrai qu'on a du contact régulier avec les médecins traitants, nos collègues libéraux, les kinés, etc. Et on fonctionne beaucoup avec la CPTS de notre territoire. Donc, il y a des interventions, bien sûr, par l'équipe mobile. Hein, c'est tel qu'on est parti. Alors, on est parti du constat aussi que, surtout nous en Addicto, il faut que l'usager doit pouvoir devenir acteur de sa prise en soin. On n'a pas d'autre alternative. Karine, par rapport aux entretiens informels. De toute façon, oui, c'est le patient qui demande, qui prend rendez-vous. Donc déjà, à partir de là, il a déjà un petit peu avancé au niveau de ses motivations. Déjà, rien que le fait de décrocher le téléphone et de nous appeler, déjà, il y a eu un pas de fait. Ils sont déjà sortis du déni. Et déjà, voilà, le travail a déjà commencé. Donc, nous, au niveau de notre direction, on a été complètement soutenus par rapport à l'appel à projet qu'on a fait, effectivement. Et puis, bon, ben voilà, on était assez satisfaits parce qu'on part d'une page blanche, nous, hein, complètement. Et l'idée du livret, voilà. Alors, la création du livret, moi et mes addictions. On pensait qu'il nous fallait un outil de réflexion, d'éducation et de prévention. Alors, avec une grande humilité, hein, on est bien d'accord. Mais surtout pérenniser les suivis hors des murs. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'évolution de la société entraîne une majoration des conduites addictives, hein. On est confronté de plus en plus à des polyaddictions, des comorbidités aussi bien somatiques que psychiatriques, et souvent une grande précarité sociale. On se retrouve avec des patients qui n'ont pas de mutuelle, qui sont hébergés chez des copains, etc. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Donc, on s'est dit, on va essayer d'adapter nos stratégies de soins et de s'inscrire dans une temporalité modulable pour les diverses étapes de la prise en soin. Donc, la prévention, l'éducation. Alors, l'éducation, attention, très humble, hein, c'est fournir des pistes, des stratégies, hein, des moyens de communication, de coordonner tout ça. Et surtout dans un parcours de soins, mais dans un parcours de vie. Parce qu'effectivement, on est en hospitalisation quelque part, on est dans une bulle à peu près à l'abri de tout. Mais demain, le challenge, c'est de repartir à l'extérieur dans un parcours de vie et aller vers l'autre. Alors, gros travail en collaboratif, hein, avec les différents partenaires du territoire. Donc, tout le côté médico-social, les CPTS, les DAC, les XAPA, enfin, toutes ces dominations que tout le monde connaît. Et beaucoup de travail aussi en relation avec nos collègues du SPIP. Hein, parce qu'effectivement, qui dit filière Addicto dit 90%, hein, sur une file active. Vous en voyez beaucoup. On travaille beaucoup en réseau avec nos collègues du SPIP qui nous envoient les gens qui sont effectivement. Les gens en obligation de soins. Ouais, voilà. Bien évidemment, le CADA. Alors, le CADA, c'est depuis un an et demi à peu près là maintenant. On s'est retrouvé avec, sur le territoire de la Corrèze, avec des pôles gérés par le CADA. Hein. On s'est retrouvé avec effectivement une population
d'immigrants, etc. Et là, c'est rajouté le problème culturel par rapport leur impact de leur vie d'avant et leur impact culturel, mais aussi la barrière de la langue. Donc, comité local de santé mentale, effectivement, qui est sur la ville d'Ussel, et comité local de santé. Donc, ils nous permettent de recueillir les besoins des usagers concernés. Et on s'est retrouvé avec une manne de files actives. On s'est dit, ouais, il faut qu'on essaye de faire quelque chose pour avancer par rapport à ça. Donc, c'est ce que je vous disais, l'équipe mobile intervient au sein des maisons de santé, au sein des structures médico-sociales. Il y a beaucoup de partenariats qui sont formalisés. Voilà. En interne, nous, dans les services du CHPE, bien évidemment. Liaison quotidienne avec l'équipe d'État, comme je vous le disais, et tous des liens effectifs avec les autres équipes mobiles. Donc, au niveau du CHPE, donc équipe mobile Addicto, on a une équipe mobile de la personne âgée et on a une équipe mobile du médico-social. Karine, toi, tu interviens au niveau d'un ESAT, par exemple. Oui, plusieurs ESAT du secteur. Plusieurs ESAT du secteur. Donc, voilà, on se retrouvait avec des possibilités et un peu dépassé quelque part aussi sur ce qu'on pouvait proposer. Donc effectivement, on a décidé, on disait, voilà, pourquoi pas, on va faire un livret. Donc on l'a intitulé « Moi, mes addictions ». Pourquoi ? Parce qu'on voulait que ce soit un outil personnalisé, personnalisable, mais qui puisse suivre le patient. Donc, aspect préventif de nos actions dans le quotidien de la santé, bien sûr. Et on voulait se couper un peu du monde de l'hospitalisation où, globalement, quand on rentre à l'hôpital, on a un côté très curatif. Et nous, globalement, surtout nous, dans la dicto, on est plutôt sur du préventif, sur de l'éducatif, sur la mise en place de stratégies, sur les liens. Et les liens téléphoniques et les liens des consultes sont très importants pour vous au niveau de l'équipe mobile. Elles ont carte blanche par rapport alors en fonction de leur créneau et de leur disponibilité, bien sûr. Mais elles sont complètement autonomes par rapport à la gestion de leurs rendez-vous, de la fréquence, etc., etc. Et ce qu'on voulait, voilà, c'est qu'il fallait vraiment que l'acteur de sa prise en soin, ça devienne l'usager. Qu'il puisse connaître, maîtriser et apprendre toutes sortes d'informations. Donc le support écrit nous paraissait pas mal parce que effectivement, souvent à l'oral, on oublie les rendez-vous, etc., etc. Donc on trouvait que c'était pas mal. Et puis lui permettre que lui-même il puisse apposer des notes sur ce livret, etc., etc. Voilà. Donc après, le livret. Alors on a feuille blanche encore. On part de zéro, nous on part de rien. Donc on va créer notre outil. Donc on a mis l'image du jardin parce que on sème un peu les graines et puis on ne sait pas trop les conditions climatiques, le vent, le réchauffement climatique. On ne sait pas trop comment ça va germer, mais on est très branché là. Donc ce qu'on veut, c'est donner des informations sur les diverses addictions rencontrées. Alcool, cocaïne, cannabis, avec un côté un peu ludique, peut-être en rajoutant un peu du système de bande dessinée et en adaptant le contenu au public ciblé, bien évidemment. Et pour répondre aux besoins actuels, on va élaborer une version en anglais. Parce que c'est très compliqué, vos interventions au CADA, par exemple, par rapport aux interprètes. S'il n'y a pas de traducteur, oui, c'est compliqué. Déjà, c'est de la visio et en plus avec un interprète, donc c'est très compliqué. C'est compliqué. Donc, on se disait que voilà, une petite version en anglais serait pas mal. Alors, on a pris que l'anglais, parce que on ne va pas non plus taper sur tout le truc. Alors, on voulait aussi cibler dans ce petit livret, au même titre que vous, par rapport à votre action sur le tabac et les lieux sans tabac, c'était nous cibler sur les risques liés aux usages, ce qui nous paraît important. Et bien évidemment, en contrepartie, les bienfaits escomptés par rapport à leur arrêt, les recours et les moyens pour se protéger, et l'état des lieux des usages. Le livret permettra, ça sera que des entretiens en individuel, donc en binôme, et ils auront le moyen de mettre des notes, de poser des notes, et des objectifs. Voilà. Et puis, le système du livret nous permettra, si on a des avenants à remettre, selon l'évolution, selon ce qui peut sortir,
Par rapport au tabac, on est très là sur pourquoi pas la vaporette qui se remet en avant alors qu'on avait complètement occulté. Par rapport au cannabis et cocaïne, savoir les nouvelles méthodes d'investigation qu'on peut avoir. Donc information, compréhension, comment, combien, conséquences sur le quotidien, toujours faire cet état des lieux. Et puis se poser des objectifs raisonnables, hein, gradués après évaluation. Le degré d'adhésion et souhait de changement. Alors là, ça part que du patient. Donc, qu'on construit avec l'usager, bien évidemment. On se rend compte, nous, sur notre quotidien, dans la filière qu'on peut avoir, là, s'il n'y a pas d'investissement du patient concerné, on va dire qu'on va être pérenne pendant quelques temps, quelques semaines, mais on n'ira pas plus loin. Parce que automatiquement, il va y avoir un faux pas, une rechute, quelle qu'elle soit. Et aussi bien l'alcool que les divers autres drogues. Orienter et coordonner les acteurs de la prise en charge au regard de la situation individuelle. Oui, parce qu'on mettra des systèmes d'information, des numéros de téléphone à contacter. La précarité sociale fait partie quand même intégrante là maintenant de ce milieu. Et là aussi, il n'y a pas de différence sociale. Hein. C'est tous les milieux qui sont concernés. Donc, voilà, lors d'entretien individuel, le livret sera remis, support conservé par l'usager, avec possibilité d'annoter leurs réflexions, leurs ressentis. Et on co-construira avec eux. Et ça, par rapport au retour, nous, de l'équipe en place, là, sur l'hospitalisation complète, comme les hôpitaux de jour et comme l'équipe ambulatoire, c'est vraiment dans cette répétition et la consultation des informations dans la durée qu'on a identifié comme facteur d'efficacité. Des espaces d'échange, voilà. Donc, on sera les entretiens qu'elles font dans toutes les maisons de santé ou au CMP, c'est des bureaux, c'est anonyme complètement, on n'est pas stigmatisé avec la santé mentale au devant de la porte. Et puis, ce qui est important aussi, c'est par le travail des équipes mobiles, c'est reconnaître l'expertise des usagers, leur capacité à agir pour améliorer. Qui mieux que l'usager par lui-même pour promouvoir, promulguer, je dirais. Alors, à notre humble niveau, là, on demande à des patients qui sont à l'hôpital de jour, donc qui ont déjà fait ce parcours, hospitalisation complète, hôpital de jour et retour à domicile, de venir partager leur expérience avec les patients donc, qui sont en hospice complète sur le système de la cure. Donc toujours dans ce même registre, hein, promouvoir, divulguer toute l'information. Et notre challenge, voilà, on se dit qu'il faut acquérir de nouveaux comportements, d'être capable d'y avoir recours et de les adapter au mieux pour répondre à leurs besoins et à leurs questionnements. Donc on est toujours dans cette expectative par rapport à ça. Et voilà.